Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la profanation de certains symboles de l'État de la République à Kidal. C'était cette semaine. Et puis, l'actualité politique marquée par cette lettre de Alinoum Diallo à Sori Ibrahima entre guillemets bien sûr. Et puis, l'épilogue dans les procès en diffamation, Karim Keïta, Marou Diadje Sako, Sax et Adaman Dramé du Sphinx, des questions qui seront abordées par nos invités. Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Maître Chokmar Konari, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. L'État encore profané à Kidal à la faveur d'une visite de parlementaires dans la 8e région administrative du Mali. Des jeunes qui s'en sont pris avec des images d'archives de Kidal qui vont arriver. Des jeunes s'en sont donc pris au symbole de la République. Drapeau national brûlé, écriteau sur les édifices publics effacés, des images, Maître Cheikh Omar Konaré, des actes condamnés et par l'État et par la CMA. Je vous remercie. Ces actes ne m'étonnent point. Il faudrait être naïf pour penser que des symboles de l'État malien feraient l'objet de vénération à Kidal. Vous vous souvenez que l'avion de Oumar Tatamli, alors Premier ministre, avait été empêché d'atterrir à Kidal par les mêmes manifestants manipulés par la rébellion, SEMA. En 2014, à la suite de Oumar Tatamli, la délégation du Premier ministre Moussa Mara a été canonnée, ce qui s'est terminé par une guerre. Et aujourd'hui, brûler le drapeau national, c'est un acte de fidélité de la SEMA à ses vieilles habitudes. Ce que j'aimerais souligner, c'est que en fait, il n'y a pas de drapeau malien à Kidal. Il n'y en a même pas sur le bureau du gouverneur, lequel gouverneur est d'ailleurs gardé par des hommes de la SEMA. Donc c'est la SEMA qui, pour provoquer l'opinion publique malienne, a dû fabriquer un drapeau aux couleurs du Mali pour le brûler. C'est vraiment de la moquerie envers la République et envers les citoyens maliens. Oui, Alexis Kalambri, certains pensent également qu'il faut atténuer tout cela, que c'était peut-être un exercice de communication, que ce n'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser. Non, c'est grave, c'est vraiment grave, quel que soit les idées derrière. Mais pour moi, ce qu'il faut saluer, c'est que, vous savez, vous avez toujours une crise, mais les perspectives qui s'en dégagent sont ce qu'il y a à voir. Et à ce niveau, on a vu, oui, pour la première fois, la réactivité du gouvernement à condamner, et ensuite, l'aménagement qui condamne, obligeant la CMA à faire un communiqué à la limite pour se désolidariser du mouvement, quand bien même ça n'a pris personne, mais en tout état de cause, il faut voir ce qu'il y a eu de bénéfices. C'est que oui, ça a mené une mobilisation et ça a montré que désormais l'État est vigilant par rapport à tous ces aspects-là. Moi, je crois que par rapport au Nord, depuis un certain temps, il se passe des choses qui doivent nous interpeller, nous inquiéter sérieusement. Vous avez remarqué d'abord, depuis le changement du discours de l'État, c'était, je crois, au dernier CSA, quand l'actuel ministre des Affaires étrangères a insisté sur la présence du drapeau malien à Kidal. Je vais en revenir peut-être si on a le temps. Depuis ce jour, après ça, on a entendu le président dans son interview qui parlait d'acteurs de la CEMA qui viennent prendre des perdièmes et qui vont faire des choses. Après ça, on a vu récemment encore des symboles, maintenant, des mouvements armés, c'est-à-dire des symboles de la CEMA et tout, qui ont été saccagés à Kidal. Et puis la mission des députés pour... maintenant, ça, c'est des choses, en tout cas,
à mon avis, qui sont liés, parce que dès que l'État a changé de position, de langage, insister sur sa présence à Kidal, il y a des réactions. À chaque fois, je me dis, c'est ainsi. Maintenant, on a aussi entendu des audios de Agamou, l'âge depuis 2 ou 3 jours, où il bat carrément le rappel des troupes à Kidal. Il parle de Kidal carrément, il demande même à des ressortissants en Algérie de contribuer en espèces ou en nature pour la reprise de la chose. C'est des vidéos en tamashek, il parle comme ça, reprise de la chose. Maintenant, c'est de quelle chose? C'est pour dire, en tout cas, aujourd'hui, il se passe des choses à Kidal, il se passe des choses au nord. Maintenant, est-ce que l'État est suffisamment fort? Est-ce que l'État a pris toute la mesure de la situation pour aller jusqu'au bout par rapport à sa présence à Kidal? Ok. Est-ce que c'est en réaction au discours peut-être de fermeté de l'État, puisqu'on avait vu à Bamako, à Sheraton, le ministre des Affaires étrangères faire pas de remontrance à un responsable de la CEMA à l'exécution de l'hymne national? Est-ce que tous ces actes de sabotage à Kidal sont un peu en réaction par rapport à tout cela? Je n'ai pas la même lecture que mes autres collègues, mes autres amis sur la situation. Brûler un drapeau national, c'est un crime partout. Ça, c'est inacceptable. Mais si vous voyez ce qui s'est passé, il y a un jeune qui est monté au fronton du gouvernorat pour effacer le mot Mali. Donc, vous savez, ça existait. Pour effacer le mot Mali, pour effacer le drapeau. En fait, au-delà de tout ça, il faut savoir qu'il y a des divergences désormais à l'intérieur des groupes armés. Ça, j'en suis persuadé. Parce que vous avez une délégation qui arrive, donc de députés, et le chef militaire de Kidal les autorise à aller au gouvernorat, donc pour monter le drapeau national, et on brûle tout cela. J'ai l'impression plutôt que l'aile indépendantiste de la CEMA, face aux autonomistes, ce que j'appellerais les autonomistes, ce sont des gens qui ne s'entendent pas et qui a une espèce d'effondrement aujourd'hui. Surtout que la veille, ça on ne l'a pas souvent dit, la veille, ce sont des symboles de l'Azawad qui ont été cassés à Kidal. Vous avez des gens qui ont brûlé le drapeau de l'Azawad, mais qui ont aussi cassé des symboles de l'Azawad. Moi, mon impression, c'est que c'est vrai ce qui s'est passé, c'est inacceptable, personne ne peut l'accepter. Le gouvernement a condamné, la MUNISMA a condamné, mais cette fois-ci avec beaucoup de vigueur. Mais moi, j'aimerais aller plus loin pour dire, attention, il y a peut-être un début d'effondrement et que les indépendantistes à l'intérieur de la CEMA et les autres, ils commencent à avoir des problèmes. Oui, c'est une lecture que je me permets de faire. On a également entendu ça, qu'il y a cet éloignement entre la base des responsables de la CEMA et puis la base. On a même appris que certains responsables de la CEMA ne peuvent pas mettre pied à Kidal, aussi bien des responsables de la CEMA que souvent de l'État. Est-ce que peut-être ces divergences au sein de la CEMA peuvent être profitables à la paix au Mali, à la cohésion nationale, par exemple? Non, moi je ne crois pas trop, au contraire. Parce que ces divergences, elles vont se faire sentir à Kidal. Que, comme on a vu il y a 2 jours, les dirigeants, les leaders, malheureusement, on a l'impression qu'ils ne maîtrisent pas les jeunes, les femmes à Kidal. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas en faveur de la paix, ce n'est pas en faveur du retour même de l'État à Kidal. D'accord. Mais Alexis Kalambri, Kidal semble être une ville particulière. Ces fronts, souvent, ce n'est pas qu'à l'endroit de l'État malien. Souvent, la ville s'est rébellée contre la MUNISMA, contre Barkhane. Elle semble être vraiment indépendante sur ces aspects-là. C'est-à-dire, si il y a quelque chose qu'on peut saluer chez les irrédentistes et tous ceux qui occupent Kidal, c'est leur capacité de maîtriser et de manipuler la communication. C'est-à-dire, en fonction de leurs intérêts et des enjeux du moment, ils savent tourner la communication dans le sens souhaité, soit pour disons pour se disculper, soit pour se faire passer pour se victimiser, soit en tout cas ils ont vraiment la maîtrise de la communication. Mais je crois fondamentalement que tout cela est millimétré, est pensé, mais ce qui peut être vrai, parce que oui, pour tous ceux qui sont rendus à Kidal, vous voyez toujours, quand il y a les mouvements, c'est les femmes et les enfants. C'est-à-dire, personne n'est responsable, mais c'est les femmes et les enfants. Mais on a vu plusieurs fois, quand on appelle un chef, il ne vient pas, mais spontanément, le mouvement prend fin. Mais je pense sincèrement que, il y a les enjeux des menaces de la communauté internationale pour les sanctions,
qui fait que certains cherchant leur tête peuvent se démarquer. Il y a également le fait que, oui, du côté de l'État, depuis un certain temps, ne serait-ce qu'au plan diplomatique, on attire l'attention de la communauté internationale sur des évidences sur lesquelles tout le monde fermait les yeux. Je pense que oui. D'accord. Maître Kounari, est-ce qu'on n'est pas dans les limites du comité de suivi des accords ou bien même des résolutions de la MINUSMA par rapport auxquelles il y a des sanctions ciblées pour les fauteurs de troubles, ceux qui entravent le processus de paix? Est-ce qu'on n'est pas dans les limites de ces mécanismes-là? Bon, moi, ma position est connue. Pour moi, l'accord là ne sert à rien et le comité de suivi non plus. D'ailleurs, c'est du gaspillage pur et simple, du partage d'indemnités ou de primes chaque mois. Ça ne sert à rien. Je vais vous dire, les exemples ne sont pas nombreux où quelqu'un attend 50 ans, voire 60 ans pour conquérir une ville par les armes et qui accepte de restituer cette ville-là par des négociations. C'est le cas des rebelles de Kidal. Depuis 1960, ils se battent pour conquérir la ville par la force. Ils y sont parvenus par la force en 2012 et c'est par la force qu'ils peuvent en être chassés, pas autre chose. Tout le reste, c'est de la littérature. Comité de suivi, révision, découpage, ceci, cela, ça ne sert à rien. Et je vais vous dire, leur stratégie est vieille comme le monde. C'est la stratégie des vases communicants et ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Vous trouverez des rebelles avec Yad Agali, vous en trouverez dans les partis politiques de Bamako, vous en trouverez et même dans les mosquées. Alors donc, ils ne mettent pas leurs œufs dans le même panier. C'est un peu comme ce chef de famille qui a réparti ses enfants entre les partis politiques du Mali. Chaque parti qui gagne lui apporte le prix de condiment. C'est une vieille stratégie. Oui, Serge, on ne peut pas justifier. Non, on ne va pas répondre. On ne peut pas justifier les actes de Kidal. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un certain moment, il y avait une certaine impatience de la part de la CMA par rapport à la mise en œuvre de l'accord? On reprochait à Bamako de traîner les pieds. Est-ce que la solution ne proviendrait pas aussi de la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix? Vous savez ce que je pense de l'accord de paix d'Alger. J'avais dit, est-ce que c'était pas caduc? Bon, les gens, certains ont voulu entendre ce que c'est caduc, etc. Il faut renouveler cet accord. Ça, c'est évident. On ne peut plus. Ce n'est pas le médicament. Je parlais de médicaments à mettre la dernière fois, qui n'avait pas de médicament pour le centre. Donc, l'accord de paix d'Alger n'est pas le médicament pour soigner le malade aujourd'hui. Ce n'est pas mon point de vue. Ou du moins, tout l'accord de paix, en partie, n'est pas le médicament. Il faut revoir la stratégie. Mais je vais quand même insister sur une chose. Dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai, on n'a jamais eu une réunification d'un pays par le dialogue. Il y a eu deux cas. La force, c'était le cas du Vietnam, ou l'effondrement, le mur de Berlin. J'ai quand même l'impression que ça craque un peu aujourd'hui dans le Nord. Prenez M. Achara Touman, qui était indépendantiste en 2011-2012, chantre du MNLA. Aujourd'hui, il est quand même dans le même groupe que le Gatia. Le Gatia, c'est la mouvance présidentielle, c'est le gouvernement de la République. Un indépendantiste qui vient migrer au sein d'un mouvement qui se dit nous sommes dans la République, c'est la donne tribale de la crise. Mais non, pas du tout. À Gamou ne va pas accepter de recevoir au sein de son regroupement quelqu'un qui va défendre des idées contraires à la sienne. Donc mon sentiment, je ne dis pas que ce soit la vérité, mais il faut... Parce qu'il y a des grilles de lecture. J'ai quand même comme l'impression que la donne tribale de la crise dans le nord du Mali fait que, pour une fois, peut-être qu'on ne va pas vers l'effondrement, mais une redistribution des cartes où les gens sont obligés à un moment de dire « mais nous sommes obligés d'aller de l'avance ». D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, je vous en parlais. L'actualité politique cette semaine au Mali, marquée par cette lettre de Ali Nouhoum Diallo à Sori Ibrahima. Sori Ibrahim entre guillemets, Ali Nouhoum Diallo qui a pris sa plume pour écrire à son camarade Ibrahim Boubacar Keïta l'inaccessibilité du chef, le dialogue politique, le pourrissement de la situation sécuritaire. Bref, Makankone, une plume sage et alerte. Absolument.
et puis salutaire, je dirais. Moi, je crois que Ali, le professeur Ali s'est fait le porte-parole de tous ces Maliens qui veulent adresser une phrase, un mot au président, qui parle de son inaccessibilité, qui ne peuvent pas le trouver pour lui dire. Et puis bon, il a quand même profité pour parler de l'actualité aujourd'hui, et puis bien parler de la situation du chef de file de l'opposition, qu'il qualifie d'homme d'État et tout. Je crois qu'il a campé de quoi par rapport à l'actualité, il a voulu dire quelque chose. Maintenant, moi, je souhaite que ce soit vraiment l'homme politique, Ali Diallo, qui s'adresse au président de la République, parce qu'on a quand même des termes un peu intimes et tout là-dedans, que ce soit pas Ali Diallo qui s'adresse aux camarades, que ce soit une lettre personnelle. Je souhaite qu'on évite de personnaliser les débats. C'est-à-dire les sujets qu'il aborde sont tellement sérieux que ça doit être de personnalité à personnalité, sinon il n'y aura pas de résultat. Oui, Alexis Calambri, ils ne sont pas nombreux à pouvoir s'adresser comme ça au président de la République, ne serait-ce qu'en se référant à l'attaque de la lettre. Je cite, c'est dommage que tu obliges tes petits frères et ensuite tes grands frères à te parler aussi par voie de presse. Oui, c'est une attaque. Non, comme dirait Serge, il y a un dépit amoureux. Oui, il y a, on sent le dépit amoureux. Oui, mais si on remonte un peu leur parcours politique. Alinou était au PMT et fait partie de ceux qui ont coopté Ibeka étudiant, son mentor. Ils ont vraiment cheminé ensemble dans la clandestinité. Ils ont fait beaucoup de choses et si vous entendez le président Ibeka parler de Alinou, à la limite, il le traite de son papa. Donc, oui, c'est peut-être un dépit amoureux pour prendre à ces mots. Mais bon, avec Ali, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que même quand il dit bonjour, c'est pas innocent. Ok. Non, c'est moi. Alors que moi, je l'aime bien. Ah, moi, je l'adore. Je suis chez lui chaque semaine. C'est bien de le répéter parce qu'il ne croit pas tellement. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette lettre, la lettre politique de la semaine. Il y a beaucoup de tendresse. Et voilà, on est obligé, tes petits frères. Enfin, il voulait parler de lui. Il est son grand frère. Mais il passe par ses petits frères pour dire, je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir te voir. Il y a de la tendresse. Il y a vraiment de la tendresse. Mais ensuite, il y a de l'amertume, si vous voulez. Et puis, quand même, il y a le fond. Il dit au président, ne parle pas trop. Donc c'est une lettre politique, c'est un style très imagé. Moi j'aime bien Ali Diallo, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais il a une constance, il a des principes, et puis c'est agréable. Ça, vous avez vu, ça a fait une espèce de petit bing-bang dans le marigot politique local. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette lettre. Mais tant comment le président a réagi, je vous le dirai tout à l'heure. Oui, Maître Konaré, vous avez lu la lettre? Moi je fréquente Ali depuis 1996. C'est un homme d'une très grande culture, d'un très grand courage politique et surtout qui est l'un des rares qui puisse écouter des critiques sans se fâcher. C'est l'un des rares hommes politiques que je considère comme démocrate. Alors, donc, quand il prend sa plus belle plume pour écrire au chef de l'État, il ne l'a pas fait de manière clandestine. Innocente. Donc il ne l'a pas fait de manière clandestine et c'est là que repose tout le mérite, que gît tout le mérite. C'est-à-dire qu'il s'exprime démocratiquement et il serait bon que le président lui réponde démocratiquement. Oui, quand on prend la lettre, ça nous replonge un peu dans l'interview du président à Jeune Afrique. On voit Alinou Diallo de façon subtile essayer de faire croire au président qu'on ne peut pas rejeter la situation du pays sur un homme. En l'occurrence, peut-être le chef de file de l'opposition. Oui, je pense que ça. Il y a ça, il y a l'interview de Jeune Afrique. Ouais. Ce que j'ai regretté en revanche dans la lettre, il n'a pas parlé, comme je le voulais, des équipements militaires. C'est-à-dire qu'il a personnalisé le débat. Il s'adressait au président de la République, c'était tout à fait normal. Mais il y avait les thèmes, ou les sujets abordés par le président de la République dans Jeune Afrique. Mais il a opposé Soumaïla Cissé au président de la République, à Ibeka, en disant c'est un homme d'État. Oui, Soumaïla Cissé, c'est pas un homme de l'État, c'est un homme d'État, tout le monde le sait. Mais il aurait pu rentrer, de mon point de vue, dans le fond et parler par exemple des équipements militaires, ce qui est le sujet aujourd'hui à la une à Bamako. À mon avis, l'idée qui sous-tend cette intervention, c'est un appel en fait de Alinou Diallo au rassemblement politique. Parce que l'ouverture que le président a acceptée
est très faible. C'est-à-dire qu'elle a permis à quelques opposants d'intégrer le gouvernement, mais ça n'a pas eu la dimension qu'on aurait souhaité. Alinou Diallo souhaite un plus grand rassemblement de la classe politique pour faire face aux défis de l'heure. Vous m'avez coupé parce que je crois que c'est ça le fond de... Vous m'avez coupé parce que je voulais ajouter, qui voulait dire quelque part aussi, écoute petit frère, reçois-moi, il y a le reste, je vais te dire ça face à face. Tu ne nous as pas dit la réaction du président. On va venir sur la réaction du président. Mais déjà, Alexis, quand on essaie de résumer la lettre, on a l'impression que Alinou Diallo veut également faire dire au président que son deuxième et dernier mandat, c'est pour l'histoire. Oui. Si le président doit entrer dans l'histoire, c'est maintenant, il faut qu'il en prenne conscience. De façon concrète, à la limite, on peut dire c'est un cours magistral de politique qu'il fait. Il lui dit, voilà, vous avez eu des comportements, disons, des postures sur lesquelles vous avez eu tort. Maintenant, il n'est pas trop tard pour vous pour bien faire. Et pour bien faire, voici ce que, en tant qu'aîné, je vous propose. Et ça, je le dis, en la matière, Alinou a toute la légitimité. Si Maître dit qu'il le fréquente depuis, Ali, c'est celui qui a une mémoire d'éléphant. Il sait tout, il a tout annoté, donc à la limite, il a toute la légitimité pour parler. Effectivement, son dada, c'est le rassemblement et c'est le gars qui se bat depuis pour le retour de l'ADEMA originel, comme il dit. Oui, peut-être faut-il s'attendre à une réponse du président par voie de presse aussi. Puisque tout cela, c'est par voie de presse. Il y a eu une réaction du président. Le président aussi peut écrire. Il a dit, si je n'étais pas président, j'aurais été professeur de lettres classiques. C'est pas la même chose. Donc, mais je pense que... Bon, je ne vais pas trop parler parce que c'est pas... Il faut éviter. Mais le président, je crois, il a aimé la lettre. Je crois qu'il a dit à des proches qu'il a apprécié la lettre. Voilà. Donc, c'est une réponse. Elle résume quand même ce que beaucoup de Maliens pensent, quoi. Bon, je crois que c'est important que ce soit Ali qui le dise. Vu son âge, vu, comme vous l'avez dit, ses rapports avec le président, je crois que c'est bien. Puis ça permet peut-être au président même de mettre balle à terre un peu. Mais pour terminer, il est quand même resté traditionnel sur un plan. C'est pas lui-même qui envoie les... Moi, j'ai reçu la lettre. C'est pas lui. Il ne sait pas faire un mail, Ali. Pour te dire qu'il est resté traditionnel. Il a un petit neveu qui lui envoie les mails. Il n'a pas de mail, lui. Il ne sait pas le faire. Il n'est pas si moderne que ça. On n'a pas parlé des Peul, des citations Peul qu'il a aussi utilisées, c'est important. Moi, je crois que c'est... je crois que ça fait juste... Tout ça, ça fait un peu référence peut-être au latin, au jeu de ping-pong que Soumaïla a. Voilà. Donc, la lettre, je crois qu'elle permet de calmer les jeux, de mettre un peu balle à terre. Vous voulez dire que pour Alinou Diallo, le président doit faire recours beaucoup plus aux sagesses locales, les proverbes Peul qu'en latin. Il doit redescendre sur terre en un mot. D'accord. Et gonfler les biceps. Voilà. Okay. Autre thème de ce débat du dimanche, l'épilogue dans le procès en diffamation Karim Keïta, Mamadou Diadje Sako et Adama Dramé, le tribunal de la commune 3 qui a annulé la procédure contre le promoteur de Radio Futur Média et le directeur de publication du Sphinx et Maître Konaré. C'est une exception relative à la loi sur le régime de la presse et délit de presse. Je vous avais dit que les procès en diffamation pouvaient se terminer sur de simples questions de forme. Vous pensez que quelqu'un vous a diffamé? Vous devez adresser au tribunal ce qu'on appelle une citation directe. Les articles 61 et suivants de la loi sur la presse prévoient que la citation directe doit obéir à un certain nombre d'exigences de forme, sous peine d'annulation de l'ensemble de la procédure, sans qu'on entre dans le fond du sujet, à savoir sans qu'on entre dans le point de savoir si le journaliste a menti ou pas. C'est ce qui est arrivé. Le juge a estimé que les exigences posées par la loi en termes de forme, de régularité formelle
de la citation n'ont pas été respectés. Le juge a donc annulé l'ensemble de la procédure. Les conséquences, c'est qu'on n'est pas entré dans le fond du sujet. Et on ne sait pas si le journaliste a menti ou pas, ou si c'est Karim qui a eu tort d'attaquer ces journalistes-là. On se retrouve gros gens comme devant, comme je l'avais déjà annoncé. Oui, le procès ne permettra de retrouver ni Birama Touré, ni d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé à son sujet. Oui, c'est un procès qui n'a servi à rien. D'accord. Alexis Galabri, les avocats de l'honorable Karim Keïta sont quand même respectés au niveau du barreau. C'est pas un peu léger que la procédure soit annulée? Non, c'est pas léger. Vous savez, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que chez nous, finalement, on se rend compte que nous avons une loi qui régit, régissant les délits, le régime de presse et délits de presse qui protège quand même finalement la profession. Parce que vous avez, mine de rien, beaucoup dans la procédure qui font que, à la limite, pour un petit truc, on peut aller à la nullité de la procédure. Donc, oui, cet aspect, maintenant, personne n'a de l'excuse en ne respectant pas la procédure. Mais oui, au Mali, vous trouverez rarement des avocats assez outillés en matière de régime de presse et délit de presse. Parce que si un avocat devrait se contenter de ça, je pense qu'il fermerait son étude parce que ça ne court pas les rues. Mais oui, malheureusement, le procès s'arrête sans qu'on ne juge au fond, finalement. Oui, non, contrairement à Maître Konaré, moi je crois que le procès, il a quand même servi à quelque chose. Quoi qu'on dise, Karim a perdu. Parce que c'est lui qui a attaqué les gens devant le tribunal pour prouver qu'ils ont menti par rapport à leurs écrits et aux éléments audio qu'ils ont passés. Maintenant, si la procédure est annulée, ce qui veut dire quand même pour cette fois-ci, il n'est pas allé au fond, donc il a perdu ce procès, quoi qu'on dise. Maintenant, c'est vrai que les procédures en diffamation concernant la presse, c'est vrai que ça protège les journalistes parce que c'est quand même un métier particulier. C'est pourquoi le législateur lui-même et les confrères d'antan, tout le monde, tous ceux qui ont mis en œuvre cette loi, ont trouvé des astuces pour que les journalistes ne viennent pas, n'importe qui ne vienne pas mettre les journalistes en prison. Ça aurait pu être le cas cette fois-ci. C'est Alpha Omar Konaré qui a mis, pas Konaré, Alpha Omar Konaré. On doit cette loi à Alpha Omar Konaré, ça fait partie de ce qu'il a laissé à la presse. C'est une procédure assez compliquée. Moi, j'étais aux audiences, bon, évidemment pas toi, mais c'est extraordinaire. Mais vous avez envie d'être du côté des avocats des journalistes. Parce qu'ils vont chercher la petite bête, villette de plaidoirie. On n'a pas vu Konaré aussi. Bon, enfin, ça c'est autre chose, les engagements vont être respectés. Donc, c'est tout à fait... J'étais vraiment impressionné par les avocats des deux camps. Maintenant, on dit quand même que en droit, qu'est-ce qu'on dit, la forme est la rançon du droit. Ça se dit, ça, je crois, hein, maître. Voilà. Donc, évidemment, le procès, c'est une bataille. C'est terminé. Est-ce qu'ils vont reprendre la procédure? C'est autre chose. Mais ça n'a pas permis de savoir la vérité. Karim Keïta vient de porter plainte à son tour en France. Il y avait déjà une auto-plainte contre X en France. Il y a une instruction en cours en commune 4, je crois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et moi, ça fait peu pour qu'on sache ce qui est arrivé à notre confrère. Oui, justement, c'est ça la question, Maître Konaré. On ne sait pas ce qui est advenu de Birama Touré. Ce procès ne nous a pas permis de le savoir. C'était prévisible. Et je l'avais dit. J'avais dit que ce procès-là venait un peu trop tôt se greffer sur des procédures d'instruction qui étaient en cours. La vérité ne viendra que de ces procédures d'information qui sont ouvertes en France comme au Mali. Maintenant, quand le juge va prendre son ordonnance de clôture de l'information, en ce moment, on saura qui a fait quoi par rapport à Birama Touré. Et il sera loisible à tout un chacun de se pourvoir comme il voudra. Oui, Makan connaît sur ces autres instructions ouvertes, ça et là, sur la disparition du confrère.
Moi, je crois, en tant que journaliste, je crois que toutes ces procédures doivent aller jusqu'au bout. Et même pour le pays, et pour Karim d'abord, après, mais il faut qu'il se blanchisse, il faut qu'il soit blanchi parce qu'on l'accuse encore d'être complice de la disparition. Encore que lui-même parle d'élimination, je ne sais pas comment il est arrivé à dire ça. Nous, on parle de disparition d'un confrère. Donc moi, je crois véritablement qu'aujourd'hui, ces procédures doivent aller jusqu'au bout pour qu'on sache la vérité sur la disparition d'un être humain, comme on l'a dit ici la semaine passée. Oui, Alexis Kalambri. Oui, parce que la finalité, c'est vraiment de faire la lumière sur la disparition de Birama Touré. Et ce qui était important ou intéressant dans le procès, dans la plainte de Karim, c'était la manifestation de la vérité et par rapport à son rôle. Donc, à la limite, ça pouvait faire avancer toutes les autres procédures. Mais pour effectivement des questions de procédure, ça n'a pas abouti. On peut le déplorer, mais en tout état de cause, oui, il faut qu'on sache qu'est devenu Birama Touré et qui a joué quel rôle dedans. Oui, ce qui est important. Le problème, c'est qu'il y a trois choses, si vous voulez. La première chose, c'est la disparition du journaliste. Et où est-ce qu'il est passé? C'est quand même notre collègue. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu arriver. Bon, Konaré n'est pas... Ouais. Il était journaliste quand même. Hein. Il a fait un repli stratégique à un moment, c'est pas grave. Bon. Ça m'est arrivé à début. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on sache ce qu'il est devenu. Ça, c'est quand même important. Karim Keïta, lui également, il a le droit de défendre son honneur s'il estime qu'il n'est pas fautif. Moi, si vous dites j'ai tué quelqu'un que je n'ai pas tué, je porte plainte, c'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, les journalistes, ils ont aussi le droit de se défendre. Donc plus, moi je pense, la procédure ouverte, le dossier ouvert en commune 4 va avancer, probablement qu'on va savoir la vérité. La phrase, c'est oui, comme tu viens de le dire. Oui, d'accord. Tout à fait. On peut dire que l'arsenal juridique au Mali par rapport au régime, à la loi sur la presse, l'arsenal, il est infaillible, il est bon, puisqu'il y a une dépénalisation des délits de presse. Rien à reprocher à l'arsenal. Il n'y a pas de dépénalisation. C'est une forme particulière qu'il faut suivre pour poursuivre les journalistes et de manière générale les délits commis par voie de presse. Mais pendant la campagne, on a vu des candidats proposer cela, la dépénalisation des délits la de presse. dépénalisation, elle n'est pas effective. La loi actuelle, réprime bel et bien des délits de presse. Seulement, il faut passer par une procédure de citation directe qui est exorbitante du droit commun fixé par le code de procédure pénale. Maintenant, si vous faites mal la procédure de citation directe, l'ensemble de la procédure sera annulé pour de simples motifs de forme, et c'est ça qui est arrivé. Ok, toujours par rapport à ce débat, Alexis Kalambri, il y a une autre école pour laquelle le journaliste, c'est un citoyen, il ne doit pas être au-dessus de la loi. Non, le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Je ne pense pas que les journalistes le revendiquent. On revendique peut-être une spécificité du travail que nous faisons, justement, pas pour forcément protéger le journaliste, mais pour le protéger dans l'exercice de sa profession, qui, à la limite, souvent va à l'encontre des conforts personnels et individuels. Donc oui, je pense que effectivement le régime de presse et délit de presse protège peut-être, mais il y a un projet qui va aller un peu, enfin, pas aller au-delà, mais on est en train de mettre en place le projet pour aller aux 4e journée de l'information et de la communication au Mali, pour vraiment tout remettre à plat et voir comment vraiment tenir compte de tout ce qui n'est pas dans la loi actuelle. Parce qu'il y a cette autre génération, Serge Daniel. Oui, tout à fait. Moi, je pense que les structures, en fait, pour parler un peu on déborde du sujet, on a la haute autorité de la communauté. Je trouve qu'elle n'a peut-être pas assez de moyens ou elle n'est pas assez présente dans le débat. Il y a, parce qu'ils ont un monitoring là-bas, j'ai appris là récemment. Donc je pense que les journalistes doivent mieux s'organiser également. Si vous prenez la presse, on était récemment à Ouaga, moi j'étais récemment ailleurs, et la presse malienne n'est pas si mauvaise que cela. C'est pas le pays où on respecte le moins les principes de déontologie, si vous voulez. Mais il faut pouvoir coordonner tout ça, réorganiser tout ça,
Parce que, par exemple, lorsque les journaux ont attaqué Karim Keïta, peut-être qu'il aurait fallu tout de suite accorder un droit de réponse. Peut-être que ça se serait dégonflé comme une baudruche, je ne sais pas. Mais trouver d'autres moyens que d'aller au tribunal. Voilà, et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient Makankouni de Nouvelle Tribune, Alexis Kalambri de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Maître Sekmar Konaré, avocat et Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h politique avec Robert Dissa qui va encore parler de ces profanations des symboles de l'État à Kidal à 21h. Et quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain, Inch'Allah.